Salut à tous. La dernière fois j'ai parlé de la Constitution, aujourd'hui il sera question du vote, ou plutôt des votes. Commençons. En France, nous avons globalement un seul mode de scrutin lors des élections. Il s'agit du vote uninominal à deux tours. En gros, on vote pour un candidat, généralement celui qui nous plaît le plus, et on le fait deux fois s'il n'obtient pas plus de 50% des voix au premier tour. Ce système présente plein d'inconvénients pour la démocratie, mais plein d'avantages pour les partis dominants. Je ne vais pas faire un essai sur le sujet, mais sachez cependant que l'un des défauts majeurs est la mauvaise représentation des partis politiques dans les assemblées telles que l'Assemblée nationale ou les conseils régionaux ou départementaux. Pour pallier ce défaut, les partis mal représentés défendent généralement l'idée d'un scrutin proportionnel. Ainsi, lors de ces élections, Philippe Poutou est pour un scrutin proportionnel intégral, alors que Jean-Luc Mélenchon se dit ouvert à cette idée mais voudrait que cela soit débattu auparavant. Avec un tel scrutin, chaque parti devrait présenter pour les législatives une liste d'au moins 577 candidats. En effet, on ne sait jamais. Si un parti obtenait 100% des voix, il faudrait qu'il puisse remplir tous les sièges de l'Assemblée nationale. Dans cet exemple, un parti obtenant 0,17% des suffrages exprimés obtiendrait un élu. Ainsi, même les petits partis seraient présents à l'Assemblée nationale. De plus, ce scrutin s'effectuant en un seul tour, les gens pourraient voter par conviction et non plus de façon utile comme aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée des changements qu'un tel scrutin implique, j'ai estimé le nombre de sièges qu'auraient eu le Front National et le Parti Socialiste en 2012 avec un tel scrutin. Le FN, qui a deux députés, soit 0,34% des sièges, avait obtenu 13,6% des voix au premier tour en 2012. Il aurait donc eu 78 députés. Au contraire, le groupe socialiste, qui a 331 députés, soit 57,4% des sièges, n'avait obtenu que 39,9% des suffrages. Il aurait donc eu 230 députés. Pour ceux qui auraient peur que trop de partis puissent avoir des élus dans ce système, je ferai remarquer qu'il n'est pas évident de présenter 577 candidats. Lors des élections régionales, il fallait réunir près de 2000 candidats pour présenter des listes sur l'ensemble du territoire. Et très peu de partis ont été en état de le faire, hormis le Front National et l'UPR. La plupart des partis se sont rassemblés sous forme d'union de la gauche et d'union de la droite, ou n'ont présenté des candidats que dans certaines régions. Ainsi, avec un tel système de vote, il n'y aurait probablement pas plus de 10 partis réussissant à se présenter. Je trouve ainsi ce système de vote plutôt mauvais car cela empêcherait des candidats hors parti politique de se présenter. Et même dans le cas où des initiatives citoyennes telles que Ma Voix ou la Première.org prenaient de l'ampleur, ce mode de scrutin serait toujours insatisfaisant car il nécessiterait de classer les candidats sur les listes. Les électeurs voteraient ainsi plus pour les leaders des listes ou pour le parti que pour des candidats proches d'eux et nous risquerions de perdre le peu de contact que les élus ont encore avec le terrain. Le principe de démocratie dite représentative n'aurait plus de sens dans un tel système. En effet, quel serait l'intérêt d'avoir des élus ayant tous été parachutés depuis Paris? Un autre défaut de la proportionnelle intégrale est le risque de rendre le pays ingouvernable par l'absence de majorité à l'Assemblée nationale. Je suis mitigé sur cet argument car je pense que nos élus devraient savoir faire des compromis en toute intelligence. Mais dans le cas où ce ne serait pas le cas, Nicolas Dupont-Aignan et Jacques Cheminade proposent un système intermédiaire consistant à élire seulement 25% des députés à la proportionnelle et de réduire le nombre de députés à 400. Si je reprends l'exemple du FN et du PS, ils auraient dans ce cas entre 14 et 15 députés pour le FN et 212 pour le PS. En pourcentage, cela ferait 3,5 à 3,75% des députés pour le Front National, contre 53% pour le Parti Socialiste. Bien évidemment, les votes auraient été différents avec un tel système de vote, et il faut donc prendre ces estimations avec des pincettes. Marine Le Pen propose pour sa part une proportionnelle avec un seuil de 5% et une prime de 30% des sièges pour le vainqueur. Dans ce cas, le FN aurait eu environ 57 députés en 2012 et le PS en aurait eu 342, soit 9,88% des sièges pour le FN et 59,3% pour le PS. Nous voyons donc que le scrutin proportionnel est fait sur mesure pour pallier les manques dont ces partis se disent victimes. Mais est-il réellement intéressant pour que les citoyens soient vraiment mieux représentés? Je n'en suis pas persuadé. Tout d'abord, en raison des difficultés engendrées par le besoin de réunir une liste de plusieurs centaines de candidats, qui réduirait selon moi l'offre politique. Ensuite, dans le cas proposé par Marine Le Pen, un risque supplémentaire serait de voir des alliances se former pour profiter de la prime de 30%. Un risque faible, je ne pense pas. Pour les élections régionales, une prime de 25% est délivrée à la liste arrivée en tête, et nous avons vu précédemment que les partis se sont unis pour en profiter. Cette prime signifierait que toute liste arrivée en tête et obtenant plus de 20% des voix aurait la majorité absolue. Nous aurions ainsi, je pense, 5 ou 6 partis se tirant la bourre. Un parti de gauche, un parti de droite, un à chaque extrême et un parti centriste. L'offre politique serait définitivement réduite. Enfin, les 20% étant tellement simples à obtenir, cela figerait encore plus les débats avec des majorités assurées laissant les mains libres au gouvernement. Je pense que la représentativité n'est pas la proportionnalité. Ainsi, un scrutin proportionnel n'est pas la meilleure solution contrairement à ce que nous pourrions supposer de manière instinctive. Je pense également que le problème n'est pas lié aux deux tours de l'élection. Nous avons vu aux États-Unis qu'un seul tour ne change rien. Lorsque l'on a uniquement de mauvais candidats, on a forcément un élu dont on ne veut pas. Il faut donc pour moi un système de vote plus subtil. Il en existe plusieurs et je n'ai donc pas besoin d'en inventer un. Nous pourrions classer les candidats, leur attribuer des points ou leur attribuer une appréciation. Étrangement, aucun candidat ne parle de ces systèmes de vote. Ces trois propositions seraient plus informatives et moins frustrantes pour les électeurs. Prenons un exemple simple pour ne pas faire trop long avec 4 candidats A, B, C et D. Dans le cas actuel, les gens votent et les résultats sont les suivants.
Les candidats A et B se retrouvent ainsi au deuxième tour. Le candidat A obtient alors 45% des voix contre 55% pour le candidat B qui l'emporte. Les électeurs du candidat A sont déçus car il méritait de gagner selon eux. Mais le méritait-il vraiment? B méritait-il plus de gagner? C ou D était-il vraiment hors course? Essayons de répondre à ces questions. Imaginons que l'on ait demandé aux électeurs de classer les candidats par ordre de préférence. Voici les 16 possibilités. Imaginons ces résultats. Nous retrouvons bien les pourcentages précédents, soit 40% pour A, 25% pour B, 20% pour C et 15% pour D. Dans ce système de vote, on reporte le deuxième choix des électeurs ayant voté pour le dernier candidat autant de fois que nécessaire pour avoir un candidat à plus de 50%. Voici ce que cela donne. Après avoir reporté les voix obtenues par le candidat D, le candidat C passe devant le candidat B. Aucun candidat n'est à plus de 50%, donc on refait la même opération et on reporte les voix du candidat B. Et dans ce cas, le candidat C finit par l'emporter à 55% des voix contre 45% pour le candidat A. Nous voyons donc que le mode de scrutin est crucial. Je vous passe l'exemple où l'on attribuerait des points à chaque candidat et je passe de suite à la solution que je préconise, qui est l'attribution d'une appréciation au candidat. En effet, que ce soit l'attribution de points ou le classement des candidats, aucune de ces solutions, tout comme le système de vote actuel, ne répond à une question essentielle. Est-ce que l'on a choisi le meilleur candidat ou le moins pire? Voici un exemple d'attribution d'appréciation à chaque candidat. Alors que faut-il faire dans ce cas? Élire le candidat B qui obtient 5% d'appréciation bien? En réalité, une méthode appelée jugement majoritaire préconise une solution. Il s'agit de regarder la médiane des appréciations. Nous voyons que cette médiane se situe dans minable pour les candidats A et D, alors que pour les candidats B et C, la médiane est située dans insatisfaisant. Il est possible de différencier ces deux derniers. On voit que la médiane du candidat C est plus haute dans cette appréciation que celle du candidat B. Devons-nous donc les lire? Eh bien cela dépendra de la règle que l'on fixe. Si nous voulons que les candidats soient au moins bien pour être élus, ils ne seraient pas élus. Mais si nous voulons juste qu'ils ne soient pas minables, ils seraient élus. Nous voyons que cette fois le vote est qualitatif en plus d'être quantitatif. Nous pouvons donc recommencer l'élection si cela s'avère nécessaire. Je trouve cette solution plus informative que le vote blanc. Pour être efficace, le vote blanc doit avoir du poids, contrairement à aujourd'hui. Imaginons que le vote blanc permette d'annuler une élection s'il arrive en tête comme le proposent plusieurs candidats. Dans le cas que je viens de présenter, nous pourrons imaginer ces résultats au premier tour d'une élection. Nous voyons que le vote blanc ne fait pas un score négligeable, puisque comme tout à l'heure, les électeurs ne sont convaincus par aucun candidat. Cependant, beaucoup votent malgré tout pour le moins pire. Dans un scrutin à la proportionnelle à un tour, le vote blanc n'aurait pas d'impact et les élections seraient validées. Avec un système à deux tours, les choses sont un peu différentes. Nous pouvons imaginer ces résultats lors du second tour. Dans ce cas, les électeurs avaient globalement voté pour le moins pire au premier tour, mais ils n'ont presque pas reporté leur voix sur un candidat pire que le moins pire. Le vote blanc annule cette fois l'élection et pèse vraiment. Le vote blanc est ici moins informatif que le jugement majoritaire, car nous ne connaissons pas l'appréciation des 60% d'électeurs ayant voté pour les candidats A et B. Dans tous les cas, je ne trouve le vote blanc utile que dans un scrutin à deux tours, car sinon il a trop peu de chances d'arriver en tête. Je finis en disant que je ne trouve acceptable le vote obligatoire que si l'on dispose d'un système permettant d'invalider l'élection, c'est-à-dire avec vote blanc dans un scrutin à deux tours, ou avec le jugement majoritaire. Dans tout autre cas, je trouve cela antidémocratique, puisque nous sommes obligés de voter pour des gens dont nous ne voulons pas. N'hésitez pas à revoir tous les tableaux que je vous ai présentés, en faisant pause si nécessaire, pour bien les comprendre et juger de la cohérence de mes propos. Nous connaissons tous les référendums classiques. Le président appelant la population à voter oui ou non pour une proposition. Cet appel, trop peu fréquent à mon goût, possède au moins deux inconvénients que François Asselineau se propose de corriger. Tout d'abord, ils ne sont pas toujours respectés comme nous l'avons vu en 2005. François Asselineau propose donc que le Parlement ne puisse revenir sur la décision des citoyens. Ensuite, il n'engage pas la responsabilité du chef de l'État alors qu'il se permet généralement d'influer sur le vote. François Asselineau propose ainsi qu'il y ait deux types de référendums d'initiative présidentielle, l'un où le président prend position mais où il met son mandat en jeu, et un second où le président ne prend pas position et donc ne met pas son mandat en jeu. Cela évitera que les gens votent pour ou contre le président plutôt que pour ou contre la proposition qui leur est faite. Pour éviter ce travers, il faudrait également que ces référendums soient plus fréquents, mais c'est une autre histoire. Par ailleurs, plusieurs candidats proposent lors de ces élections de mettre en place un référendum d'initiative populaire. Il s'agirait dans ce cas de permettre aux citoyens de réunir environ 500 000 signatures pour abroger ou proposer une loi. En cas de proposition de loi, le Conseil constitutionnel serait chargé de valider la proposition pour être sûr qu'elle soit en accord avec la Constitution en cours. Je trouve cette idée tout simplement géniale. Cela permettrait d'inclure un peu plus la population dans le pouvoir législatif. Ce type de référendum existe déjà dans d'autres pays, dans lesquels il faut, comme proposé ici, réunir les signatures d'1% du corps électoral pour organiser un référendum. Pour ma part, je trouve ce pourcentage trop faible. Je sais que peu de pétitions atteignent un tel nombre de signatures par exemple, mais je pense que c'est parce qu'elles n'ont pas de poids politique. Si nos signatures comptent réellement, les gens se mobiliseront beaucoup plus facilement, et je pense donc qu'il faudrait 2 à 5% du corps électoral pour enclencher un référendum concernant une loi, et 10% pour une réécriture de la Constitution. Je pense qu'avec 2%, on pourrait déjà facilement avoir un référendum annuel avec une bonne implication des citoyens. J'associe bien sûr cette mesure à la mise en place d'une plateforme informatique mise à jour par exemple de manière hebdomadaire, et qui permette aux citoyens de se renseigner sur les propositions en cours et sur l'avancée des signatures. Par ailleurs, j'aimerais également que l'on mette en place des référendums avec des choix plus larges ou plus subtils qu'un oui ou un non.
Par exemple, si l'on imagine un référendum sur le nucléaire, nous pourrions envisager la question et les réponses suivantes. Êtes-vous pour moderniser le parc nucléaire français, allonger la durée de vie des centrales existantes, démanteler les centrales au fur et à mesure de leur arrivée en fin de vie, commencer le démantèlement des centrales dès maintenant pour passer aux énergies alternatives d'ici 2050, commencer le démantèlement des centrales dès maintenant pour passer aux énergies alternatives d'ici 2030. Je trouverai ce mode de référendum beaucoup plus informatif qu'un simple oui ou non à « voulez-vous continuer avec le nucléaire ?» J'en finis avec les référendums en parlant du référendum révocatoire proposé par Jean-Luc Mélenchon. Il s'agit ici de pouvoir révoquer un élu sur demande des citoyens. Je suis pour cette proposition, mais sous condition. D'une part, que l'élu soit au minimum mis en examen pour que les référendums révocatoires ne soient pas utilisés de manière abusive. D'autre part, qu'il faille une majorité qualifiée pour que l'élu soit révoqué. C'est-à-dire par exemple qu'il faille 66% de votes pour la révocation d'un élu, plutôt que 50%, afin de ne pas déstabiliser les institutions. Je m'explique. Imaginez la situation suivante. Un élu obtient 51% des suffrages lors des élections. Quelques mois plus tard, des accusations fusent et la justice entre en jeu pour vérifier la véracité des accusations. L'élu est alors mis en examen et les citoyens se mobilisent pour mettre en place un référendum révocatoire. Il est fort probable qu'au vu de la faible majorité que l'élu a obtenue lors de l'élection, il la perd très facilement au vu des accusations en cours. Vous voyez donc que si la révocation nécessite une majorité de 50%, il y a trop de chances que l'élu soit facilement révocable. Enfin, je n'imagine pas cette mesure sans une révocation automatique en cas de culpabilité. Je n'entre pas dans le détail, mais je ne pouvais conclure cette vidéo sans évoquer le tirage au sort. Souvenez-vous juste qu'il s'agit d'une possibilité à ne pas négliger pour remplacer certains suffrages. On ne pourra jamais tirer au sort notre président bien évidemment, mais pour des assemblées, c'est une solution comportant de nombreux avantages que je vous laisserai trouver en fouillant sur internet. J'arrive à la fin de cette vidéo, je ne sais pas si j'ai réussi à tenir le délai de 10 minutes que je m'étais fixé, mais si vous entendez ces mots, c'est que dans tous les cas, la durée ne vous a pas effrayé. Dites-vous que ce pourrait également être le cas de vos amis, donc n'hésitez pas à partager. Je vous en serai sincèrement reconnaissant car c'est ma seule façon de toucher des gens. Je ne dispose malheureusement, ou plutôt heureusement, d'aucun média qui me pousse dans la lumière. Dans tous les cas, merci à la centaine d'abonnés qui me suit. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires des thèmes que vous voudriez voir abordés dans de futures vidéos. On m'a déjà laissé entendre qu'il serait bien de parler des civic tech, et je ne l'oublie pas, je m'en occuperai une fois les élections terminées. En attendant, la prochaine vidéo sera sur les élus, parrainage, exemplarité, cumul des mandats, contrôle, etc. Vous saurez tout. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt, donc à bientôt!